Fais-moi ta demande en mariage avant minuit ou je couche avec lui, a-t-elle dit. J'ai mis la main dans ma poche. Elle a souri, pensant qu'elle avait gagné. J'ai sorti la boîte contenant la bague que je cachais depuis des mois. Je l'ai ouverte. Je l'ai fermée. Je l'ai remise dans ma poche. J'ai dit non et je suis parti. Elle m'a poursuivi en hurlant. La boîte en velours dans la poche de ma veste me paraissait lourde, comme un poids en plomb appuyant sur mes côtes. Ce n'était pas seulement le poids physique de la monture en platine ou du diamant pour lequel j'avais passé les 8 derniers mois à économiser. C'était le poids de la question qu'elle contenait. J'ai regardé ma montre. Il était 8h15 du soir. De l'autre côté de la table, Sarah soupirait bruyamment, faisant défiler Instagram avec une férocité qui menaçait de briser son écran. La lumière de la bougie vacillait sur son visage, illuminant le froncement de sourcils qui était devenu son expression permanente au cours des 6 derniers mois. Nous étions au Jardin, le restaurant français le plus cher de la ville. J'avais demandé une faveur 3 semaines plus tôt pour obtenir cette table d'angle spécifique, celle avec la vue sur les gratte-ciel. J'avais parlé au maître d'hôtel plus tôt dans l'après-midi pour organiser le service du champagne pour 8h45 du soir, juste après la crème brûlée. Tout était écrit d'avance. Tout était parfait. J'allais demander à la femme que j'aimais depuis 4 ans de devenir ma femme. Mais Sarah ne regardait pas la vue. Elle regardait une photo de la main de son amie Jessica affichant une bague en moissanite que Sarah avait déjà critiquée comme étant de mauvais goût pendant le trajet en voiture. Jessica s'est fiancée, a dit Sarah d'une voix neutre. Elle n'a pas levé les yeux. C'est la 3e ce mois-ci, Hopi. 3 de mes amis. Même les moches se marient. J'ai pris une gorgée d'eau en essayant de calmer mes nerfs. Ma main tremblait légèrement, mais elle ne l'a pas remarqué. Elle ne remarquait plus jamais vraiment mon anxiété. Elle était trop consumée par son propre calendrier. Sa bague est jolie, ai-je menti, essayant de réorienter la conversation vers quelque chose de positif. Mais honnêtement, bébé, je pense que tu mérites quelque chose de mieux que cela, quelque chose sur mesure. Elle a finalement levé les yeux, plissant le regard. Je mérite quelque chose, un point c'est tout. Je me fiche de savoir si c'est une bague en bonbon à ce stade. Ce qui m'importe, c'est que j'ai 27 ans et que je ne suis toujours qu'une petite amie pendant que tu joues à la maison avec moi. C'était la dynamique ces derniers temps. Sarah avait toujours été ambitieuse et déterminée, des traits que j'aimais chez elle au début. Mais quelque part autour de la 3e année, cette détermination s'était transformée en une obsession toxique pour le statut social. Elle ne voulait pas d'un mariage. Elle voulait une cérémonie de mariage. Elle ne voulait pas d'un partenaire. Elle voulait un accessoire pour ses réseaux sociaux. Et puis il y avait Marc. Son téléphone a vibré sur la nappe blanche. L'écran s'est allumé. Marc travaille. Mon estomac s'est noué. Marc était le mari de bureau. Le gars dont elle m'avait dit de ne pas m'inquiéter. Le gars qui n'était qu'un ami, mais qui, d'une manière ou d'une autre, était au courant de nos disputes avant moi. Il était vice-président des ventes dans son entreprise. Frimeur, une voiture de luxe en location, des dents blanchies à un degré aveuglant et la réputation de coucher avec les stagiaires. Tu vas répondre, ai-je demandé en gardant une voix calme. Elle a jeté un coup d'œil au téléphone, puis à moi. Un regard calculateur a traversé son visage. Elle l'a pris et a lu le message texte, un sourire en coin jouant sur ses lèvres. Il demande si je m'amuse, a-t-elle dit, délibérément provocatrice. Il organise une fête dans son loft en centre-ville. Il dit que l'invitation tient toujours si mon dîner ennuyeux se termine tôt. Nous célébrons notre anniversaire, Sarah, ai-je dit, ma patience s'effritant. Pourquoi t'envoie-t-il des messages pendant un dîner romantique? Parce qu'il fait attention à moi, a-t-elle rétorqué, assez fort pour que le couple à la table voisine jette un coup d'œil. Il sait ce que je vaux. Il me dit tous les jours que s'il avait une femme comme moi, il ne la laisserait pas attendre dans l'incertitude pendant 4 ans. Il officialiserait les choses. J'ai senti la boîte de la bague contre ma poitrine. L'ironie était suffocante. Si elle pouvait juste attendre 30 minutes de plus. Si elle pouvait juste arrêter de m'attaquer pendant une seconde, elle verrait que je ne la laissais pas dans l'incertitude. J'essayais de lui offrir la perfection. Je ne te laisse pas dans l'incertitude, ai-je dit doucement. Je prends cette relation au sérieux. C'est pourquoi je ne précipite pas les choses.
Je voulais que nous soyons financièrement stables. Je voulais que nous soyons prêts. Stable, s'est-elle moquée, crachant pratiquement le mot. Tu es tellement obsédé par le fait d'être stable, Hopi. C'est ennuyeux. Marc n'est pas ennuyeux. Marc prend des risques. Marc vit dans le moment présent. Elle a pris une longue gorgée de son vin, vidant le verre. Puis elle l'a posé avec un cliquetis sec. Elle s'est penchée en avant, les yeux froids et durs. J'en ai fini, Hopi. J'en ai fini d'être la fille qui attend. J'en ai fini de te trouver des excuses auprès de ma famille. J'en ai fini de regarder tous les autres commencer leur vie alors que je suis coincé avec un homme qui a besoin d'un tableur pour décider quoi manger au petit déjeuner. Sarah, s'il te plaît, ai-je dit en regardant autour de nous. Baisse la voix. Non, a-t-elle sifflé. Je pose un ultimatum parce que de toute évidence, tu ne me respectes pas assez pour agir à moins que je ne te force la main. Elle a pointé un doigt manucuré vers moi. Tu fais ta demande ce soir, tout de suite ou avant que nous quittions ce restaurant. Si je n'ai pas de bague au doigt avant minuit, je prends un Uber pour aller au loft de Marc et je ne reviens pas. L'air a quitté la pièce. Je l'ai dévisagé. J'ai attendu une faille dans son expression, un signe qu'elle plaisantait ou qu'elle se défoulait simplement. Mais il n'y avait rien d'autre que de l'arrogance. Elle ne menaçait pas seulement de partir. Elle menaçait de me tromper. Elle avait préparé ses munitions à l'avance. Elle avait envoyé des messages à Marc pendant notre dîner d'anniversaire, préparant probablement tout cela. Tu es sérieuse, ai-je demandé. Tu menaces de coucher avec Marc si je ne te demande pas en mariage tout de suite. Je te dis que j'ai des options, a-t-elle dit en se penchant en arrière et en croisant les bras. Marc supplie d'avoir une chance depuis des mois. Il dit qu'il me traiterait comme une reine. Alors, la balle est dans ton camp. Agis ou retire-toi. Quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était pas un bruit fort. C'était le son silencieux d'un pont qui s'effondre au loin. Toute l'anxiété que j'avais ressentie à propos de la demande en mariage a disparu. La nervosité concernant le discours que j'avais préparé, disparu. L'inquiétude de savoir si le diamant était assez gros, disparu. À la place, il y avait une clarté froide et absolue. J'ai regardé cette femme, cette étrangère aux yeux cruels, et j'ai réalisé que je ne la connaissais pas du tout. J'étais tombé amoureux d'une version d'elle qui n'existait plus. La femme assise en face de moi était une preneuse d'otages. Et comme je me l'étais dit 1000 fois lors de négociations commerciales, on ne signe jamais un contrat sous la contrainte. D'accord, ai-je dit doucement. Elle a cligné des yeux, confuse par mon ton calme. D'accord, quoi? D'accord, tu veux une réponse? J'ai mis la main dans la poche intérieure de ma veste. Les yeux de Sarah se sont écarquillés. Son souffle s'est coupé. J'ai vu la transformation instantanément. La colère a fondu pour laisser place à un délice avide et triomphant. Sa bouche s'est légèrement entr'ouverte. Elle pensait qu'elle avait gagné. Elle pensait que sa manipulation avait parfaitement fonctionné. J'ai sorti la boîte. C'était un velours bleu marine foncé, élégant et lourd. Je l'ai posé sur la table entre nous, juste à côté de la bougie. Sarah a halté, portant ses mains à sa bouche. « Oh mon Dieu !» a-t-elle murmuré, la voix tremblante d'une soudaine fausse émotion. « Hopi, tu l'as fait. » J'ai lentement ouvert le couvercle. L'éclairage du restaurant a parfaitement accroché le diamant. C'était une taille ovale de 1,5 carats. Une clarté irréprochable sertie sur un anneau en platine sur mesure avec des saphirs cachés sous sa pierre de naissance. Elle était magnifique. Elle m'avait coûté près de 15 000 €. C'était la manifestation physique de mon amour, de ma loyauté et de mon éthique de travail. Elle a tendu la main vers la bague, des larmes perlant déjà dans ses yeux. Des larmes de victoire, pas d'amour. Elle est magnifique, a-t-elle étouffé. Je savais que tu avais juste besoin d'un coup de pouce. Je le savais. Clac. J'ai fermé la boîte assez fort pour la faire sursauter. Je ne l'ai pas laissé la toucher. J'ai ramené la boîte de mon côté de la table et je l'ai glissée dans ma poche. « Qu'est-ce que tu fais ?» a-t-elle demandé, son sourire vacillant. « Donne-la-moi. »« Non, » ai-je dit. Ma voix était stable, vide de toute émotion. J'avais l'impression de parler à une étrangère à un arrêt de bus. « Quoi ? Arrête de plaisanter.
Mets-la à mon doigt. J'ai acheté cela il y a 3 mois, Sarah, ai-je dit en la regardant droit dans les yeux. J'ai fait des heures supplémentaires tout l'été pour la payer. J'ai demandé une faveur pour obtenir cette table. J'avais préparé le serveur pour qu'il apporte du champagne dans 10 minutes. J'allais te demander de passer ta vie avec moi parce que je pensais que tu étais ma partenaire. Je ne savais pas, a-t-elle balbutié, son visage pâlissant. Bébé, c'est tellement adorable. J'étais juste. Mais tu viens de me regarder en face, les jeux interrompus, et de me dire que si je ne te donnais pas un objet brillant selon ton calendrier, tu allais coucher avec un collègue. J'étais juste en colère, a-t-elle pleuré, la voix s'élevant à nouveau. Je ne le pensais pas comme cela. J'essayais juste de te motiver. Ce n'est pas de la motivation. C'est du chantage, ai-je dit. J'ai fait signe au serveur, qui rôdait à proximité, l'air gêné. L'addition, s'il vous plaît. Addition séparée. Sarah m'a regardé comme si j'avais une deuxième tête. Addition séparée? Hopi, arrête. Tu gâches le moment. Tu as gâché le moment quand tu as invité Marc dans notre relation, ai-je dit. Je me suis levé, laissant un billet de 50 € sur la table pour couvrir ma part du repas et un pourboire pour le pauvre serveur qui avait dû assister à cela. Assieds-toi, a-t-elle exigé, la panique commençant à poindre dans sa voix. Tu ne vas pas me planter là. Si tu passes cette porte avec cette bague, c'est fini entre nous. Je le jure devant Dieu, Hopi, j'irai chez Marc. J'ai boutonné ma veste, tapotant la poche où la bague reposait en sécurité contre ma poitrine. Tu devrais, ai-je dit. Toi et Marc vous méritez. Vous êtes tous les deux minables, tape à accent grave l'œil est faux. Je suis sûr que vous serez très heureux ensemble jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un de plus récent à impressionner. Je me suis retourné et je suis parti. Hopi, a-t-elle hurlé. Hopi, reviens ici. Ne t'avise pas de t'éloigner de moi. Je n'ai pas regardé en arrière. Je suis sorti du jardin dans l'air frais de la nuit. Et pour la première fois en 4 ans, je n'ai pas ressenti le poids écrasant de ses attentes. Je me suis juste senti libre. Je suis monté dans ma voiture, j'ai bloqué son numéro et j'ai commencé à rouler. Je ne suis pas rentré à la maison. Je suis allé au seul endroit qui avait du sens, un hôtel calme de l'autre côté de la ville. Je pensais que le plus dur était passé. Je pensais qu'elle allait simplement disparaître, mais j'avais sous-estimé jusqu'où elle irait pour prouver qu'elle avait gagné la rupture. Le cauchemar ne faisait que commencer, mais au moins j'avais la bague. Et comme j'allais bientôt le découvrir, cette petite boîte en velours allait être la clé de ma nouvelle vie. La chambre d'hôtel était stérile et silencieuse, un contraste saisissant avec le chaos que je venais de laisser derrière moi. Je me suis assis sur le bord du lit, la cravate défaite, fixant l'écran vide de la télévision. Mon téléphone, que j'avais posé face vers le bas sur la table de nuit, vibrait si fort qu'il avançait lentement vers le bord. Je savais que je devais simplement aller dormir. Je savais que la règle du zéro contact était la seule façon de gérer une narcissique comme Sarah. Mais la curiosité humaine est une malédiction. J'avais besoin de connaître l'étendue des dégâts. J'ai pris le téléphone. 17 appels manqués. 34 messages textes. La progression des messages était une étude de cas fascinante sur la manipulation. 8.45 du soir, s'il te plaît, réponds. Tu réagis de manière excessive. 8.52 du soir, je ne le pensais pas. J'étais juste stressé. Ne gâche pas notre anniversaire pour un commentaire stupide. 9.15 du soir, réponds au téléphone, Hopi. Tu me mets dans l'embarras. Les gens regardent. 9.45 du soir, bien. Agis comme un enfant. Si tu ne réponds pas dans 5 minutes, j'appelle Marc. 10.30 du soir, je suis dans le Uber. C'est de ta faute. 11.15 du soir, Marc m'écoute. Il se soucie vraiment de ce que je ressens. Contrairement à toi. J'ai senti un œuf froid se former dans mon estomac. Elle l'avait vraiment fait. Elle n'était pas allée chez sa mère. Elle n'était pas allée chez sa meilleure amie. Elle était allée directement chez l'homme avec qui elle venait de me menacer. J'ai ouvert Instagram. Je savais que c'était une erreur, mais je devais le voir de mes propres yeux pour tuer la dernière once d'espoir que j'avais. Et c'était là, publié il y a 20 minutes.
Une photo de 2 verres de vin rouge sur une table basse en verre. En arrière-plan, flou mais indubitable, se trouvait le mur de briques apparentes d'un loft en centre-ville. Je l'ai reconnu d'après les photos dont Marc se vantait lors des fêtes d'entreprise. La légende disait, enfin avec quelqu'un qui connaît ma valeur. Santé au nouveau départ. Elle l'avait identifié. J'ai fixé l'image pendant un long moment. 4 ans. 4 ans de loyauté, à la soutenir pendant ses examens de droit, à payer le loyer quand elle était entre 2 emplois, à planifier un avenir. Et il lui a fallu moins de 3 heures pour me remplacer par le coureur de jupons du bureau parce que je ne lui avais pas donné un bijou assez vite. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas jeté le téléphone. J'ai ressenti quelque chose de beaucoup plus étrange. Du soulagement. Si j'avais fait ma demande ce soir-là, si j'avais cédé à son ultimatum, c'est la femme que j'aurais épousée. Une femme qui gardait un plan de secours dans sa poche arrière. Une femme qui utilisait sa sexualité comme une arme pour me punir. J'ai fait une capture d'écran de la publication. Puis j'ai fait une capture d'écran de son message menaçant d'aller chez Marc. Je les ai sauvegardés dans un dossier sur le nuage nommé épreuve. Ensuite, j'ai bloqué son numéro. J'ai bloqué son Instagram. J'ai bloqué Marc. J'ai bloqué sa sœur qui inondait déjà mon téléphone d'appel, me traitant de phobique de l'engagement. J'ai éteint les lumières, je me suis allongé sur les oreillers raides de l'hôtel et, pour la première fois depuis des mois, je ne me suis pas inquiété de savoir si Sarah était heureuse. Elle était le problème de Marc maintenant. Je me suis réveillé à 6h00 du matin avec la clarté d'un homme en mission. La partie émotionnelle de mon cerveau s'était éteinte. La partie logistique tournait à plein régime. Je connaissais l'emploi du temps de Sarah. Elle allait se faire porter pâle au travail aujourd'hui. Elle le faisait toujours quand elle était émotive ou qu'elle avait la gueule de bois. Elle resterait probablement chez Marc jusqu'à midi, jouant la victime, s'imprégnant de sa validation. Cela me donnait une fenêtre de 6 heures. J'ai appelé mon propriétaire à 8h00 du matin précise. Monsieur Henderson, c'est Topi. Je dois résilier mon bail. Il vous reste 6 mois, a-t-il grogné. Cela représente une pénalité de 2 mois. De plus, vous perdez la caution. Très bien, ai-je dit. Je ferai le virement aujourd'hui. J'ai juste besoin que mon nom soit retiré du bail immédiatement. Sarah peut rester si elle veut en signer un nouveau, mais je quitte légalement les lieux à partir d'aujourd'hui. Ensuite, j'ai appelé une entreprise de déménagement spécialisée dans les déménagements d'urgence. Il coûtait le double, mais il pouvait être là dans 1 heure. J'ai conduit jusqu'à l'appartement. Cela ressemblait à une scène de crime. Les fantômes de notre vie commune étaient partout. Le plaid que nous avions acheté dans le Vermont. La machine à café dont elle insistait que nous avions besoin. Je n'ai pas touché à ses affaires. J'ai emballé mes vêtements, mon ordinateur, mes livres et les meubles que j'avais apportés dans la relation. J'ai laissé le lit. Je n'en voulais pas. J'ai laissé la télévision. J'ai laissé tout ce que nous avions acheté ensemble. Je voulais des comptes nets. À 11h30 du matin, l'appartement était à moitié vide. Mes clés étaient sur le comptoir à côté d'une capture d'écran imprimée de sa publication Instagram de la veille. Pas de mots, pas d'explication, juste la photo. Mon dernier arrêt fut le bijoutier. Retourner chez Goldman et Fils moins de 24 heures après avoir récupéré la bague était humiliant, mais j'ai ravalé ma fierté. J'ai demandé à voir Monsieur Goldman, le propriétaire, qui m'avait aidé à la concevoir. Il a souri quand il m'a vu, mais le sourire s'est effacé instantanément quand il a vu l'expression sur mon visage. Elle n'a pas aimé la taille, a-t-il demandé doucement. Elle n'a pas eu l'occasion de la voir, ai-je dit en plaçant la boîte bleu marine sur le comptoir en verre. Je dois vous la revendre. Monsieur Goldman a soupiré en sortant sa loupe. Fils, vous savez comment cela fonctionne. Je ne peux pas vous donner le prix de détail une fois que l'objet a quitté le magasin. Je sais, les jeux interrompus. La valeur marchande. Donnez-moi juste un chiffre. Il l'a examiné pendant un moment, faisant le calcul mentalement. Je peux vous donner 9 000 €, peut-être 9 500 € si je détruis la monture et ne garde que la pierre. J'avais payé près de 15 000 €. Une perte de 5 000 € en moins d'une journée. Dans n'importe quel autre contexte, ce serait un désastre financier. Mais en me tenant là, j'ai fait le calcul différemment.
Un divorce me coûterait la moitié de mes biens. Une pension alimentaire me coûterait des paiements mensuels pendant des années. Un mariage m'aurait coûté 40 000 euros. Faites-le, ai-je dit. 30 minutes plus tard, je suis ressorti avec un chèque. Je n'ai pas acheté une voiture de sport. Je n'ai pas acheté une montre de luxe. J'ai utilisé l'argent pour payer la pénalité de rupture de bail. Je l'ai utilisé pour verser un acompte sur un appartement moderne et élégant d'une chambre dans un quartier calme de la ville, un endroit sans briques apparentes et sans souvenirs. Et avec les 3 000 euros restants, j'ai réservé un vol en solitaire pour l'Italie pour la semaine où je devais être en lune de fiançailles. Mon téléphone a de nouveau vibré alors que je montais dans ma voiture. C'était notre ami commun Dave. Dave, mec, Sarah panique. Elle dit que tu l'as ignoré et que tu l'as enfermé dehors. C'est n'importe quoi, mon frère. Elle pleure toutes les larmes de son corps. Sarah avait commencé sa campagne de désinformation. Elle était la victime. J'étais l'ex cruel qui l'avait abandonnée. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas tapé un paragraphe pour me défendre. J'ai simplement envoyé 2 images à Dave. Le message texte où elle disait « Fais-moi ta demande avant minuit ou je couche avec Marc ». La photo Instagram d'elle chez Marc 2 heures plus tard. 3 petits points sont apparus alors que Dave tapait, puis se sont arrêtés, puis ont recommencé. Dave, putain de merde. Laisse tomber. Tu as évité une balle, mon frère. Je m'occupe de la conversation de groupe. J'ai jeté le téléphone sur le siège passager. J'ai conduit jusqu'à mon nouvel appartement vide, je me suis assis par terre et j'ai commandé une pizza. Ce fut le meilleur repas que j'ai mangé depuis des années. Je pensais être libre. Je pensais qu'elle allait simplement rester avec Marc et vivre sa vie améliorée. Mais j'avais oublié une chose. Marc ne cherchait pas une femme. Il cherchait à passer du bon temps. Et Sarah était sur le point de découvrir que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. C'est juste du gazon artificiel peint sur une fosse septique. On dit que l'herbe est plus verte là où on l'arrose. Sarah a appris à ses dépens que l'herbe est également plus verte au-dessus d'une fosse septique. Elle est luxuriante, vibrante et pleine de merde. J'ai passé cette première semaine en Italie à boire du vin sur la côte amalfitaine, en éteignant mon téléphone pendant 12 heures d'affilée. C'était le bouton de réinitialisation dont je ne savais pas que j'avais besoin. À mon retour, je me suis senti différent, plus léger. Le fantôme de la relation s'effaçait plus vite que je ne l'avais prévu, principalement parce que la manière dont elle m'avait trahi avait cautérisé la blessure instantanément. Mais pendant que je me reconstruisais, Sarah s'effondrait. Dave m'a raconté toute l'histoire autour de quelques bières un mois plus tard. Il ne voulait pas me le dire, mais après 3 bières blondes fortes, il n'a pas pu s'en empêcher. Apparemment, l'air Marc a duré exactement 3 semaines. La dynamique a changé au moment où Sarah s'est présentée au loft de Marc cette nuit-là avec son sac de voyage. Marc était un gars qui aimait la chasse. Il aimait le frisson illicite de flirter avec la petite amie d'un autre homme à la fontaine à haut du bureau. Il aimait la stimulation de l'ego d'être la meilleure option. Il n'aimait pas la réalité d'une petite amie. Une fois que Sarah était célibataire et assise sur son canapé en cuir en s'attendant à une relation, le fantasme s'est évaporé. Elle a commencé à exercer sur lui la même pression que celle qu'elle avait exercée sur moi. Elle voulait définir la relation. Elle voulait qu'il arrête d'envoyer des messages à d'autres femmes. Elle voulait emménager car son bail était expiré puisque j'avais résilié le nôtre. Marc, étant le joueur d'entreprise par excellence, n'a pas posé d'ultimatum. Il l'a simplement ignoré en personne. Il a commencé à travailler tard. Il est parti en voyage d'affaires qui n'existait pas. La fin est arrivée quand Sarah a trouvé une notification d'application de rencontre sur son téléphone. Elle lui a hurlé dessus en utilisant le même discours sur le fait de connaître sa valeur qu'elle avait utilisé avec moi. La réponse de Marc ne fut pas de se recroqueviller ou de s'excuser. Il a ri. Selon les rumeurs du bureau, il lui a dit « Sarah, tu as trompé ton petit ami de 4 ans pour être avec moi. Pourquoi te ferais-je confiance? Tu es un bon moment à passer, pas un engagement à long terme. » Il l'a mise à la porte du loft à 2h00 du matin un mardi. Parce qu'elle avait brûlé les ponts avec moi, et parce que nos amis communs avaient vu les preuves que j'avais envoyées à Dave, elle n'avait nulle part où aller. Elle a dû retourner vivre chez ses parents en banlieue, un sort qu'elle considérait pire que la mort. Mais le pire pour elle n'était pas la rupture.
C'était la prise de conscience de ce qu'elle avait abandonné. Dave m'a dit qu'une semaine après que Mark l'ait largué, Sarah est allée chez Goldman et Fils pour essayer de découvrir si j'avais réellement acheté une bague ou si j'avais bluffé avec une boîte vide. Monsieur Goldman, loyal jusqu'au bout, ne lui a pas donné les caractéristiques. Il lui a simplement dit, il était très impatient de vous l'offrir. C'était l'une des plus belles pierres que j'ai vendues cette année. Quel dommage qu'il ait dû la revendre. Elle savait. Elle savait qu'elle avait échangé une bague de fiançailles en platine sur mesure et un homme loyal contre une aventure de 3 semaines avec un gars qui avait enregistré son nom dans son téléphone comme Sarah travaille. Je pensais que ce serait la fin de tout cela. Je pensais que la honte la tiendrait éloignée. J'avais tort. Le désespoir est une drogue puissante et Sarah faisait une overdose. 6 mois se sont écoulés. J'allais bien. J'avais perdu 15 livres, principalement en cuisinant mes propres repas au lieu de commander les plats à emporter que Sarah voulait toujours. Mon compte en banque se remettait. J'avais même commencé à fréquenter de manière détendue une pédiatre nommée Elena, une femme qui, lors de notre 3e rendez-vous, a insisté pour partager l'addition parce que nous sommes une équipe. Je quittais ma salle de sport un mardi soir, mes écouteurs sur les oreilles, ressentant l'euphorie des endorphines d'un record personnel au développé couché. Hopi. La voix était faible et tremblante. Je me suis arrêté et j'ai baissé mes écouteurs autour de mon cou. Sarah se tenait près du râtelier à vélo. Elle avait l'air diminué. La femme confiante et arrogante du jardin avait disparu. Elle portait un vieux pantalon de survêtement. Ses cheveux étaient tirés en arrière dans un chignon en désordre et elle avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des semaines. « Bonjour, Sarah » ai-je dit. Mon pouls ne s'est pas accéléré. Mes mains n'ont pas tremblé. J'ai attendu que la colère monte, mais elle n'est pas venue. J'ai juste ressenti une pitié sourde et distante. « Pouvons-nous parler » a-t-elle demandé en enroulant ses bras autour d'elle-même. Juste pendant 5 minutes. Je le promets. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, ai-je dit en m'avançant pour déverrouiller ma voiture. S'il te plaît, a-t-elle supplié en se plaçant devant la portière. Ses yeux étaient humides. J'ai besoin que tu saches que je suis désolé. J'ai tout gâché. Hopi, j'ai tellement tout gâché. J'ai soupiré en m'appuyant contre la portière de la voiture. Tu n'as pas tout gâché, Sarah. Tu as fait un choix. Il y a une différence. J'étais confuse, a-t-elle pleuré. Je me sentais en insécurité et Marc me murmurait toutes ces choses à l'oreille et j'ai paniqué. Je pensais que tu me menais en bateau. Je ne savais pas que tu avais la bague. Cela aurait-il changé quelque chose, ai-je demandé. Oui, bien sûr, elle m'a regardé avec de grands yeux implorants. Si j'avais su que tu allais faire ta demande, je ne l'aurais jamais regardé. Je voulais être ta femme. J'ai ri. C'était un son sec, sans humour. Écoute-toi, ai-je dit doucement. Tu es en train de dire que ta loyauté a un prix. Tu es en train de dire que si je t'avais montré le diamant 5 minutes plus tôt, tu ne m'aurais pas trompé. Ce n'est pas de l'amour, Sarah. C'est une transaction. Elle a tressailli comme si je l'avais giflée. Je t'aime. Je t'aime encore. Marc n'était rien. Il était une erreur. Nous me manquons. Notre appartement me manque. Tu me manques. Elle a tendu la main pour toucher mon bras. J'ai fait un pas en arrière. Il n'y a pas de nous, ai-je dit fermement. Le gars qui t'aimait est mort à la seconde où tu as menacé de coucher avec un autre homme pour obtenir ce que tu voulais. Elle a essuyé son nez avec sa manche, désespérée maintenant. Nous pouvons réparer cela. Je sais que nous le pouvons. J'ai changé. Je suis en thérapie. Dis-moi juste qu'il y a une chance. Dis-moi que tu n'as pas dépensé l'argent de la bague pour quelque chose de stupide. Nous pourrions l'utiliser comme acompte pour une maison. Nous pourrions recommencer à zéro. Je l'ai regardée. Je l'ai vraiment regardée. Elle essayait toujours de négocier. Même au fond du gouffre, elle pensait à l'argent. Elle pensait à l'actif que j'avais liquidé. Je n'ai pas dépensé l'argent pour quelque chose de stupide, ai-je dit. L'espoir a brillé dans ses yeux. Tu l'as toujours? Où l'argent? Je l'ai dépensé pour ma liberté, ai-je dit.
J'ai perdu 5000 € sur la valeur de revente de cette bague, et ce fut le meilleur investissement que j'ai jamais fait. Investissement, a-t-elle murmuré. Il a payé la rupture du bail, pour que je n'ai pas à vivre avec toi. Il a payé les déménageurs. Il a payé un voyage en Italie, où j'ai réalisé que j'aimais plus être seul que je n'aimais être avec toi. Et le reste. J'ai pointé du doigt la nouvelle voiture derrière moi. Rien d'extravagant, juste fiable et entièrement payé. Il a remboursé le prêt de ma voiture. Je n'ai aucune dette, Sarah. Je n'ai aucun drame, et je n'ai aucun intérêt à faire marche arrière. Son visage s'est froissé. La réalité l'a finalement frappé. Il n'y avait pas de bague. Il n'y avait pas d'argent mis de côté pour son arc de rédemption. Il n'y avait que moi, en bonne santé et entier, debout au-dessus des débris de la vie qu'elle avait réduite en cendres. Tu es cruelle, a-t-elle sangloté. Comment peux-tu simplement tout éteindre comme ça? Je n'ai rien éteint, ai-je dit en ouvrant la portière de ma voiture. C'est toi qui l'as fait. Tu m'as posé un ultimatum. Faire ma demande avant minuit où tu partais. Je t'ai juste aidé à faire tes valises. Je suis monté dans la voiture. Elle est restée là à pleurer sur le trottoir, criant quelque chose sur le fait que j'allais le regretter, que je ne trouverais jamais quelqu'un comme elle. J'ai démarré le moteur. Le bruit a couvert sa voix. En sortant du parking, j'ai vérifié mon rétroviseur une dernière fois. Elle était petite, rétrécissant au loin, criant encore après un feu arrière qui s'éloignait déjà. J'ai passé la vitesse de ma voiture et je me suis inséré dans la circulation. J'avais un rendez-vous avec Elena à 8h00 du soir, et contrairement à Sarah, elle ne se souciait pas des calendriers ou des étiquettes de prix. Elle voulait juste savoir si j'aimais la nourriture italienne. Et pour la première fois depuis longtemps, j'avais faim.